Merci tous d'être là pour écouter aujourd'hui nos travaux de recherche, de la recherche à l'industrie, les enzymes à l'assaut des plastiques. Et pour démarrer par quelques chiffres, actuellement, il y a à peu près 360 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année. Donc, avec à peu près 160 millions de tonnes de déchets plastiques par an et 9 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les mers et les océans chaque année. En 2050, on estime que les mers et les océans contiendront plus de plastique que de poissons. Le plastique, est-ce que c'est un problème finalement ou est-ce que c'est une solution? On peut le regarder sous différents aspects. Par exemple, si on regarde une voiture, 30% du poids d'une voiture est en plastique. Ça la rend plus légère, ça la rend moins gourmande en carburant, ce qui fait qu'elle va avoir une production de gaz à effet de serre qui sera moindre. Donc, c'est un impact qui est plutôt positif pour notre climat. De la même manière, si on regarde les plastiques qui sont utilisés dans les emballages, le fait d'être passé d'un emballage en verre à un emballage en plastique, on diminue par 20 le poids de la bouteille. Donc, ça a un impact de la même manière positif sur le transport, dans le sens où on va utiliser moins de carburant et donc toujours émettre moins de gaz à effet de serre. Si on regarde un autre type de plastique, donc le polyester qui est utilisé pour fabriquer du tissu, la fabrication du polyester, elle va être beaucoup moins consommatrice d'eau que ne le sera la fabrication de coton. Donc tout ça, c'est des impacts qui sont positifs et on peut se demander si c'est pas plutôt le déchet plastique qui est un problème avec les avantages qu'on connaît malgré tout pour ce plastique. Il existe une large diversité de plastiques qui peuvent être classés de différentes manières. Alors ici, je les ai classés en fonction de leur nature chimique. Et on peut voir qu'il y a 7 polymères qui représentent à peu près 80% de la production de plastique mondiale. Malgré tout, ces polymères sont recyclés en ce qu'on appelle une boucle ouverte. C'est-à-dire qu'à partir d'un premier objet en plastique, alors ici c'est l'exemple d'une bouteille, le plastique va être recyclé via le procédé qui est utilisé majoritairement actuellement, qui est un procédé thermomécanique qui va diminuer les propriétés de ce plastique. Et au lieu de pouvoir réintégrer le plastique recyclé dans ce même objet, dans cette même application, on va devoir aller vers une application secondaire, une application avec un plastique de moindre qualité qui, lui, par exemple, le textile est aussi mal recyclé et va finir en déchet à la fin. Donc, notre ambition à nous, c'était d'utiliser des enzymes pour solutionner justement la fin de vie des plastiques. C'est-à-dire conduire des dépolymérisations qui seraient enzymatiques pour aller vers une économie circulaire ou des objets biodégradables, des objets en plastique biodégradables. Alors, une enzyme, qu'est-ce que c'est? Une enzyme, c'est une protéine qui est faite d'acides aminés et elle va venir catalyser, c'est-à-dire augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Alors, ses principales caractéristiques, ou en tout cas les caractéristiques qui nous intéressent, c'est que l'enzyme va être spécifique. Elle va être spécifique de son substrat. Si on considère une enzyme comme une serrure et le substrat comme une clé, il va falloir que l'enzyme soit parfaitement adaptée à son substrat pour pouvoir conduire la réaction chimique. De la même manière, un autre aspect qui nous intéresse dans l'utilisation des enzymes, c'est qu'elles sont respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va elles s'utilisent dans des conditions douces, en milieu aqueux, avec des températures peu élevées et des conditions de pression atmosphérique. Par exemple, dans notre salive, l'amylase, qui est une enzyme qui permet de digérer le pain. En fait, les enzymes, on peut les considérer presque comme des petits ciseaux moléculaires respectueuses de l'environnement. Alors, l'innovation dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces enzymes pour aller déconstruire le plastique. La stratégie, c'est d'isoler les micro-organismes capables de dégrader les plastiques, de comprendre quelles sont les enzymes qui sont responsables de cette activité de déconstruction, pour aller ensuite développer soit des matériaux, des plastiques biodégradables, soit des procédés de recyclage en fonction du plastique auquel on va s'intéresser. J'ai dit au départ que c'était des travaux qui étaient collaboratifs. Alors, la collaboration entre qui? Entre Carbios qui est une société de chimie verte qui a été créée en avril 2011 et qui regroupe à peu près 40 personnes, dont 20 en R&D, sur un site à Clermont-Ferrand. C'est une société dans laquelle il y a un grand nombre de spécialistes des sciences des polymères plastiques. Cette société possède l'instrumentation nécessaire à conduire des procédés de dépolymérisation
à l'échelle pré-pilote. Également, tout le matériel nécessaire pour aller s'intéresser aux procédés de purification, donc tout ce qui est en aval de la dépolymérisation enzymatique à proprement parler. Et également, ils sont spécialisés dans la montée en échelle des procédés pour aller jusqu'à des échelles pré-pilotes, 1 mètre cube, par exemple. Le deuxième contributeur à ces travaux, c'est le Toulouse Biotechnology Institute, qui est l'institut dans lequel je poursuis mes recherches, qui est un institut à l'interface entre les sciences de la vie et les sciences des procédés. Il est construit autour de 4 axes, 4 pôles scientifiques, et c'est 350 personnes à peu près qui conduisent une recherche qui va du gène, donc une vision très moléculaire, au développement de procédés, donc une vision très macroscopique. La première innovation dont je voulais vous parler, c'est l'utilisation de ces enzymes pour rendre des plastiques biodégradables. Donc, le premier plastique auquel on s'est intéressé, c'est l'acide polylactique. C'est un polymère qui est biosourcé, puisque le monomère peut être obtenu par fermentation de sucre issu de la biomasse végétale, par exemple. C'est un polymère qui est constitué d'un seul monomère, qui est l'acide lactique. Il est biosourcé, mais il n'est pas biodégradable dans la nature. Donc, ça conduit à des tonnes de déchets. Donc, nous, notre ambition, c'était d'utiliser ces enzymes, ces petits ciseaux moléculaires, pour les intégrer dans le plastique et faire de ce plastique un plastique dont on peut contrôler en fait la fin de vie et dont les monomères, une fois dépolymérisés, vont être bioassimilés par les micro-organismes dans la nature et donc aller renourrir le sol. Donc, cet objectif vertueux, il est de partir des plantes pour fabriquer les sucres, à partir de laquelle on va faire une fermentation pour produire de l'acide lactique, qui va être transformé par la chimie conventionnelle polymérisée en acide polylactique, donc en polymère PLA, pour aller fabriquer des objets. Et si ces objets sont biodégradables en compost naturel, ça va venir se décomposer en CO2 dans l'étape ultime qui va revenir aux plantes. Les enzymes des plastiques enzymés biodégradables, alors comment est-ce qu'on imagine ça? C'est de mélanger en fait le polymère plastique avec une enzyme au moment où on va aller fabriquer un plastique enzymé pour des objets divers et variés, et notamment des films de paillage ou des sacs de course. Et ce seraient des objets qui pourraient s'autodégrader directement dans la nature, et les monomères reviendraient nourrir le sol. Pour relever ces défis, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une enzyme active au sein de la matrice plastique, une enzyme capable de résister à des températures très hautes nécessaires pour l'extrusion du plastique, et que la dégradation soit totale et jusqu'à l'étape finale de CO2 pour obtenir un label Home Compost en compost domestique. La stratégie, c'est donc d'aller s'intéresser aux différents micro-organismes qui produisent des enzymes issus de la biodiversité naturelle, aller cribler ces micro-organismes, pour voir lesquels sont capables de dégrader des plastiques. Ensuite, isoler les enzymes qui sont responsables de ces activités catalytiques, les purifier, apprendre à les produire en laboratoire de manière à pouvoir les caractériser. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. On a isolé une PLA dépolymérase qui, en solution aqueuse, a une température de demi-dégradation qui est proche des 60 degrés. Quand on la met sous forme dans une poudre formulée, elle a une activité résiduelle au bout de 5 minutes à 170 degrés qui est à peu près de 50%, donc ce qui semble compatible avec le temps de résidence dans une extrudeuse. Donc, c'est cette enzyme qu'on a utilisée pour fabriquer en octobre 2015 le premier plastique enzymé. Donc, on a collaboré avec le CRIT Bioindustrie de Toulouse pour produire en très, très grande quantité cette enzyme, l'extruder dans du PLA à 165 degrés et obtenir ce premier plastique enzymé. En décembre 2015, on a conduit différents essais à partir des compounds de plastique remis dans une solution aqueuse et mesurer la dégradation qu'on obtient de ce plastique. Malheureusement, on obtient une dégradation qui est extrêmement lente et qui arrive à un maximum de 7%, ce qui correspond à peu près à 2% de l'activité initiale retrouvée uniquement.
Donc, pour améliorer tout ça, on s'est attelé à optimiser l'enzyme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Toujours avec cette image de serrure et de clé, on va essayer de faire en sorte que la serrure soit au plus près de la clé, de manière à ce que le substrat et son enzyme soient à fin, que la réaction se passe au plus rapidement et avoir un maximum de produits libérés. Donc, on a identifié les 11 acides aminés qui étaient en contact avec le PLA grâce à des études de bioinformatique et on les a changés par les 19 autres acides aminés qui existent dans la nature. Ensuite, on a combiné les meilleures solutions et d'une première enzyme de départ, on a pu multiplier, avec cette première enzyme, on a pu multiplier par 3 son activité spécifique de dégradation du PLA. Et on a pu augmenter sa température de demi-dégradation de quasiment 25 degrés. Cette deuxième enzyme, donc, on l'a utilisée pour faire le deuxième plastique enzymé. Donc, toujours de la même manière, on va aller mélanger l'enzyme avec le PLA, l'extruder, le souffler pour aller faire des films de plastique très fins. Et ensuite, là, vous avez l'image de 2 diapositives qui contiennent notre film de plastique enzymé. Donc, contrôle sans enzyme et avec enzyme au bout d'1 mois dans un compost domestique. Et après 3 mois, on a une disparition totale de ce film. Donc, ce sont des films biodégradables qui répondent aux normes du home compost. En septembre 2016, suite à cet accomplissement, on a créé une joint venture du nom de Carbiobis, une joint venture entre BPI France, Carbios et Limagrain. Et donc, cette joint venture, cette Carbiobis, est destinée à produire des additifs enzymés. L'enzyme va être produite par Novozymes et ces additifs enzymés vendus vont pouvoir être achetés puis utilisés par les plasturgistes pour intégrer directement dans leur PLA sans avoir besoin de modifier les outils, les différents outils des plasturgistes. Ça créera un plastique 100% compostable et 100% biodégradable avec un lancement sur le marché cette année. La deuxième innovation dont j'avais prévu de vous parler, toujours pour déconstruire le plastique, mais dans une autre optique, c'est d'utiliser ces enzymes, ces dépolymérases du plastique pour aller développer des procédés de recyclage. Des procédés de recyclage pour quel type de plastique? Donc, c'est le deuxième plastique auquel on s'est intéressé, c'est le polytéréphtalate d'éthylène. Donc, contrairement au PLA, c'est un plastique qui est constitué de 2 monomères répétés, l'éthylène glycol et l'acide téréphthalique. Alors, il y a un grand nombre d'objets de notre quotidien qui sont fabriqués grâce à ce plastique. À peu près un tiers, il y a à peu près 70 millions de tonnes par an de PET produits, dont un tiers vont vers des emballages, des bouteilles exclusivement, et 2 tiers à peu près pour des textiles, du polyester. Il y a 500 milliards de bouteilles d'eau et de soda qui sont vendues par an, 60 000 chaque seconde. Et si on aligne toutes les bouteilles plastiques qui ont été générées par une célèbre marque de soda, on peut faire 2000 fois à peu près l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Donc, à l'heure actuelle, c'est une économie linéaire du PET. Donc, à partir c'est pas un plastique qui est biosourcé, hein. Les monomères sont issus du pétrole. Ces monomères sont utilisés dans des procédés de chimie conventionnelle pour fabriquer le polymère PET qui va servir à fabriquer différents objets, notamment des emballages. Malgré tout, ces objets ils vont être recyclés par un procédé thermomécanique qui diminue les propriétés du plastique. Et donc, le plastique recyclé va pouvoir être incorporé au maximum à 25% dans une nouvelle bouteille, ou bien il va être utilisé pour une application secondaire, des fibres ou du tissu qui eux-mêmes sont mal recyclés, et tout ça va terminer en déchets. Notre ambition, c'est de créer une économie circulaire de tous les déchets en PET et que ces déchets deviennent des ressources en fait. Donc, le principe du recyclage enzymatique à l'infini, c'est de partir d'un objet en plastique, quel qu'il soit, d'aller le fragmenter, enfin d'aller le couper en petits copeaux pour aller le mélanger avec notre enzyme efficace qui dépolymérise le plastique, donc le petit ciseau moléculaire, dans un gros réacteur, de conduire cette réaction de dépolymérisation. Ensuite, aller séparer le résiduel qui n'a pas été dépolymérisé de la solution qui contient les monomères pour aller purifier les monomères
et à partir de ces monomères, de pouvoir à nouveau fabriquer n'importe quel objet en PET. Donc, les avantages de ce procédé, c'est que ça évite le tri drastique en amont du recyclage. Ça permet de traiter tous les types de plastique PET complexes parce qu'on n'aura pas de pollution des monomères finaux et on va pouvoir utiliser des conditions douces grâce à l'utilisation des enzymes. Donc, une température température basse et une pression atmosphérique. En 2015, ça paraissait un rêve inaccessible. En utilisant des déchets de PET post-consommation, notre enzyme a une température de 60 degrés et une charge en PET de 10 grammes par litre dans un petit réacteur de laboratoire. On obtenait à peu près 3% de dépolymérisation en quelques semaines. Pour donner une idée, il y a une autre enzyme qui a fait beaucoup discuté dans la communauté scientifique, qui avait l'objet d'un article dans Science en 2016, qui était isolée de Ideonella sakaiensis. Et elle, aussi bien que les variants qui ont été construits par la suite, peuvent arriver à un maximum de conversion de à peu près 1% en 3 jours. Donc, on s'est creusé la tête sur aussi bien notre enzyme que le polymère plastique en lui-même. Et en 2020, le rêve, notre ambition est devenu réalité. Donc, à partir de ces mêmes déchets post-consommation en PET, dans un réacteur beaucoup plus gros avec une charge en PET de 200 grammes litres et par contre une charge en enzyme moindre, on arrive à avoir une enzyme optimisée qui amène à 90% de dépolymérisation en moins de 10 heures, avec une productivité moyenne de 15 grammes par litre et par heure, qui est donc un facteur 10 ou quasiment 100 supérieur à ce qu'on peut voir pour la cellulose ou bien l'amidon, par exemple. Et alors, la clé du succès, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient en fait d'un mariage réussi entre la recherche publique et la recherche privée et entre les sciences du vivant et les sciences des polymères. Je veux dire par là qu'en fait, on s'est aperçu qu'un des paramètres cruciaux de cette dépolymérisation enzymatique, c'est en fait la cristallinité du PET de départ qu'on va donner à notre enzyme. Les flakes qu'on récupère, les déchets post-consommation en PET, ont une cristallinité très élevée, à peu près 35%. Or, les enzymes, elles préfèrent du PET amorphe, c'est-à-dire avec une microstructure peu organisée. Donc, on a développé un procédé de pré-traitement de nos déchets qui consiste en fait à extruder le plastique et à le refroidir rapidement pour diminuer la cristallinité. On a aussi ajouté une étape de micronisation qui permet d'augmenter la surface de contact entre l'enzyme et le polymère. Et à ce moment-là, on va vers un challenge qui devient essayer de dépolymériser notre plastique au plus près de la température de transition vitreuse du PET. C'est une température à laquelle, en fait, toute la mobilité des chaînes de PET va être augmentée et l'enzyme va avoir un meilleur accès, en fait, aux liaisons chimiques qu'elle est censée rompre. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait une cinétique enzymatique qui soit plus rapide que le phénomène de cristallisation qui va avoir lieu à cette température haute du substrat. Pour cela, il nous faut donc une enzyme qui sera capable de dépolymériser des grandes quantités de PET très rapidement, donc pour aller contre la cinétique de recristallisation du substrat. Et il nous faut une enzyme thermostable pour pouvoir se rapprocher de cette température à laquelle les chaînes sont plus mobiles et donc l'enzyme a plus accès aux liaisons chimiques. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour améliorer notre enzyme, pour l'optimiser ou pour la faire évoluer dans le sens des contraintes dont on avait pu se rendre compte? On a augmenté d'une part son activité spécifique. Alors, on a toujours par des analyses de bioinformatique, on a été placé un substrat modèle dans le site catalytique, dans le site actif de l'enzyme. On a identifié les acides aminés qui constituaient le site actif, en fait le site de contact entre les résidus de la protéine de l'enzyme et le substrat modèle. On les a mutés, on les a transformés en les autres acides aminés disponibles dans la nature pour créer des centaines de variants.
Ensuite, on a combiné les meilleurs variants et on a réussi à obtenir une dépolymérase de PET avec une activité augmentée de 30% par rapport à l'enzyme native. Malgré tout, elle a une température de demi-dénaturation qui avoisine la température à laquelle, je vous rappelle, on essaye de travailler, donc environ 70 degrés. Donc, on s'est ensuite intéressé à la résistance à la température de notre enzyme, sa thermostabilité. Et par différentes analyses bioinformatiques, toujours, on a identifié les régions mobiles de la protéine et on a essayé de rigidifier notre structure tridimensionnelle, la structure tridimensionnelle de l'enzyme, en ajoutant soit des ponts disulfure, soit des ponts salins, et essayer de combler les vides qui existent dans la structure tridimensionnelle en toutes sortes de stratégies. Alors ici, vous pouvez voir par exemple la structure tridimensionnelle de notre enzyme avec un substrat modèle qui représente 3 unités de acide téréphthalique TA, acide téréphthalique éthylène glycol. Et ici, vous avez un site de fixation au calcium. Le calcium, dans ces familles de protéines, il est très largement reconnu comme augmentant la thermostabilité des enzymes, leur résistance à la température. Sauf que c'est un additif qu'on ne veut pas du tout avoir dans un procédé industriel. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de modifier 2 acides aminés qui font partie de la sphère de coordination de cet ion calcium et les transformer en 2 cystéines qui vont pouvoir créer une liaison covalente entre elles de manière à rigidifier la structure tridimensionnelle. De cette manière-là, on a pu obtenir une PETase, une dépolymérase de PET, dont la thermostabilité ou la température de demi-dénaturation a pu être augmentée de 10 degrés environ. Donc en 2020, ce rêve devient réalité. On arrive à dépolymériser des grandes quantités de PET dans un réacteur de 1 mètre cube à une température proche de la transition vitreuse, de la température de transition vitreuse du PET et avec une charge en enzyme qui est moindre. En aval de ce procédé de dépolymérisation, on a un procédé de séparation du résiduel non dépolymérisé et de la soupe qui contient les monomères. Cette espèce de soupe va être décolorée grâce à du charbon actif et ensuite les monomères vont pouvoir être purifiés par différentes techniques. Donc, c'est ce qui nous a permis d'obtenir de l'acide téréphthalique avec une pureté de quasiment 100%. Cet acide téréphthalique a été utilisé pour synthétiser en synthèse chimique habituelle du PET à l'échelle de la centaine de kilogrammes. Et c'est ce PET qui a permis de fabriquer les premières bouteilles avec de l'acide téréphthalique recyclé via ce processus. Ces bouteilles, elles ont exactement les mêmes propriétés que des bouteilles qui seraient synthétisées grâce à des monomères issus de la pétrochimie. Par ailleurs, on a pu tester un certain nombre de composés et voir leur influence sur l'action de dépolymérisation du PET par l'enzyme. Alors, aucun des monomères n'inhibe l'enzyme, non plus les colorants ou les pigments qui peuvent être ajoutés dans les différents objets en PET qu'on connaît, ni le noir de carbone, ni les oxydes de titane, ni même les autres polymères qui pourraient être en mélange, notamment le polyéthylène, le polyamide et le PVC. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication et ont fait la couverture de la revue Nature en 2020. On est très fiers de ça. Et pour parler un peu des différents accomplissements, donc là, en 2019, les déchets plastiques pouvaient être utilisés grâce à ce procédé pour fabriquer des nouvelles bouteilles à 100% d'acide téréphthalique recyclé via notre processus de dépolymérisation enzymatique. Ces déchets plastiques, en 2020, on a montré aussi qu'on pouvait refaire des fibres textiles, toujours avec 100% d'acide téréphthalique purifié et recyclé selon ce process. Et en 2020, on a montré qu'à partir de déchets textiles, on pouvait même refabriquer des nouvelles bouteilles. Donc, à partir d'une application qui est considérée comme secondaire, on va faire du upcycling, on pourrait appeler du upcycling, pour aller fabriquer des objets avec un grade supérieur. En juin 2021, les 4 grandes marques qui se sont associées dans un consortium avec Carbios ont pu fabriquer chacune
les premières bouteilles en PET de qualité alimentaire à partir de plastiques recyclés par voie enzymatique. Actuellement, il y a une usine de démonstration qui est en cours de construction par Carbios à Clermont-Ferrand, qui devrait être opérationnelle en fin 2021. L'enzyme sera produite par Novozymes, qui est le leader mondial de la production d'enzymes. Et donc, si je récapitule un petit peu les différents accomplissements de cette collaboration entre Carbios et le TBI, l'utilisation d'enzymes pour aller dépolymériser les plastiques. Donc, on va partir d'un polymère plastique et on va aller vers des monomères, soit pour fabriquer, en incluant l'enzyme dans le plastique, des plastiques biosourcés biodégradables en compost domestique, avec une dégradation complète du plastique dans le sol, ce qui va permettre à la nature et aux micro-organismes de la nature de bioassimiler ces monomères. C'est ce qui a donné lieu à la joint venture Carbiolis en septembre 2016. Ces enzymes, elles ont également été utilisées pour développer un procédé de recyclage à l'infini des déchets en PET, de tout déchet en PET, fibres et plastique, pour aller vers une économie circulaire du PET, c'est-à-dire transformer les déchets en ressources, avec une première usine de démonstration opérationnelle en 2021 et on l'espère une première unité industrielle en 2024. Alors, c'est un travail qui regroupe énormément de partenaires, de personnes et j'avais pas assez de place pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce gros travail. Donc, je vais juste citer les deux gros projets d'envergure qui ont permis d'amener à ces différents accomplissements. Donc, le projet Tanaplas, qui a été financé par BPI France entre 2012 et 2017 et qui regroupait un grand nombre d'académiques et de plasturgistes, et qui avait comme chef de file Carbios. Et le deuxième projet, plus autour du PET spécifiquement, toujours avec comme chef de file Carbios et qui a été financé par l'ADEME entre 2018 et 2021. Pour pérenniser notre collaboration fructueuse avec Carbios, on a aussi créé en 2020 un laboratoire coopératif qui vise à traiter les différents projets, notamment avec pour ambition d'aller vers d'autres plastiques.